le podcast Euphonie. C'est le premier épisode du podcast. Bon, avec ces premières notes, vous saurez pourquoi je ne chanterai plus jamais, ou en tout cas en public. Eh bien, bienvenue sur le premier épisode d'Euphonie. Euphonie, c'est le podcast où on aime perdre un petit peu son temps, ou perdre dans un petit peu trop de pensées qui tournent dans tous les sens. Je ne vous cache pas que c'est aussi un excellent prétexte pour faire des recherches et pour étudier, pour aller un peu plus loin dans des sujets qui me plaisent et puis qui méritent, je pense, un peu plus d'attention. Aujourd'hui, c'est donc le premier épisode. Pour rappel, le podcast Euphonie, c'est quoi? C'est un podcast qui va apparaître une fois par mois avec des épisodes de 20 ou de 40 minutes et durant lesquels nous allons pouvoir avoir ou seulement ma petite voix comme au début de ce podcast un peu chantante et de temps en temps hésitante, ou bien moi et avec un invité. Aujourd'hui, nous accueillons Magali du site merigraph.com qui a un blog qui a maintenant plusieurs années et qui elle est aussi productrice de vidéos sur sa chaîne YouTube Merigraph, que je vous encourage bien sûr à aller consulter, à vous abonner, pouce bleu et compagnie. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est peut-on apprendre à écrire? C'est vraiment un sujet un peu vaste et c'est une question que je me pose assez régulièrement en tant que professionnelle de l'écriture, en tant que professionnelle de l'écriture qu'on va dire commanditée, avec des personnes qui nous commandent du contenu, du texte, et moi finalement comme un ghostwriter de l'internet. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai monté une agence. Donc il y a vraiment, surtout depuis qu'on a recruté au sein d'Assonance, il y a eu aussi ce questionnement d'accord, on a une certaine vision de l'écriture, on a une certaine vision de comment raconter des choses avec des mots, mais comment aussi le transmettre à des collaborateurs pour aller plus loin. Et finalement, c'est ainsi qu'est venue l'idée de ce podcast de Peut-on apprendre à écrire? Je vais commencer par quelques infos un peu plus larges, pour vous dire que déjà apprendre à écrire, ce n'est pas seulement apprendre à aligner des mots sur un support. Dans mon esprit, savoir écrire, c'est aussi savoir donner envie de lire, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout d'une phrase ou jusqu'au bout d'un paragraphe, d'un roman, d'une page tout simplement, car on peut avoir une connaissance super intéressante ou très experte, ou finalement avoir des idées géniales tout en étant extrêmement ennuyant, ce que j'espère ce podcast n'est pas. Mais finalement, j'aimerais qu'on y revienne sur quelques chiffres qui me tiennent plutôt à cœur. En effet, selon une étude de l'INSEE d'il y a plus de 10 ans déjà, en 2012 pour être exact, en France, il y a 61% pardon, des personnes qui ont été scolarisées hors de France, dans une autre langue que le français, qui ont des difficultés face à l'écrit, contre 31% des personnes scolarisées hors de France, mais pour lesquelles le français est la langue maternelle ou la langue d'apprentissage de la lecture. En fait, il faut faire un peu la différence entre les personnes qui sont nées en France ou qui sont nées hors de France, parce que bien sûr, elles n'ont pas été exposées de la même manière à la langue française. Mais ce qui est important finalement dans tout ça, c'est que même parmi les personnes qui ont été scolarisées en France, eh bien, on a quand même un taux de difficulté face à l'écrit de 31%, quasiment un tiers des personnes ont du mal avec l'expression écrite. On parle d'illettrisme en général quand c'est que ce sont des personnes qui ont du mal à écrire, mais qui aussi ont du mal à lire, donc à comprendre le monde écrit autour de soi. Et c'est vraiment un problème majeur, ne serait-ce qu'en termes d'accessibilité aux services publics, aux transports en commun, etc. Alors on est toujours sur des chiffres de 2012, mais surtout parmi les personnes qui ont été scolarisées en France, 7% d'entre elles ont eu des difficultés ou ont des difficultés graves ou fortes à l'écrit. Ça représenterait, selon toujours les chiffres de 2012, donc il y a plus d'une décennie, 2,5 millions de personnes âgées d'entre 18 et 65 ans. C'est vraiment
enfin, c'est pas du tout un cas à part et vous avez certainement rencontré des gens qui souffrent malheureusement de ce problème. L'illettrisme, c'est naviguer sans repère dans un monde fait de lettres où on est en incapacité d'accéder à de nombreux loisirs, mais ça pose aussi des problèmes bien plus graves comme si on va, ok, la notice de montage de meubles IKEA n'a pas beaucoup de texte, mais si on parle tout simplement des notices de médicaments, c'est quand même, ça peut quand même rendre la vie assez compliquée, voire dangereuse. En ce sens, je pense que l'illettrisme est en fait aussi un autre facteur de fracture numérique dont on parle si souvent dans nos métiers. Revenons au sujet principal du podcast, qui est peut-on apprendre à écrire? Déjà, on va dire que apprendre à rédiger, à élaborer une thèse, à concevoir des scénarios ou encore à devenir écrivain, est-ce vraiment possible? Ou bien est-ce qu'il faut un talent inné ou un début de talent sur lequel on travaille et avec lequel on va forger finalement des compétences au fur et à mesure des années pour produire des morceaux de texte ou pourquoi pas des choses plus longues. Pour ma part, j'aime croire qu'il y a bien un morceau de talent pour démarrer la recette. Et du talent ou de l'intuition, c'est finalement un point de départ que l'on va nourrir avec un soupçon de confiance en soi. Vous savez, c'est la confiance en soi que l'on reçoit de la part d'autrui aussi, parce qu'il suffit d'un compliment, d'une appréciation positive pour se sentir encouragé. On croit en son potentiel ou finalement où que ça puisse mener et quoi que cela puisse déclencher, une passion, une vocation, un métier, la célébrité, mais c'est pas forcément ça qui est important, c'est le fait de juste produire, juste faire parce qu'on est encouragé et Charles Pépin en parle très bien dans son ouvrage La confiance en soi, une philosophie, que je vous encourage aussi à vraiment à lire parce que ça fait du bien. Ce que dit Charles Pépin, c'est que la confiance en soi, la confiance en soi que porte un enfant, elle peut être reçue finalement de la part de ses parents, grâce à un encouragement. C'est ce qui est arrivé à Stephen King. Le petit Stephen a commencé à imiter les scénarios de bande dessinée en écrivant, en rédigeant finalement les histoires qu'il voyait dans ses bandes dessinées. C'est ce qu'il raconte dans son livre Écriture, mémoire d'un métier. Et il a présenté ces morceaux de texte, ces morceaux d'histoire à sa mère. Sa mère l'a encouragé vraiment vivement à écrire, mais elle était un peu déçue finalement que ce soit des, comment dire, que ce soit des textes copiés finalement, que ce soit du plagiat. Et elle lui a dit tout de go, je te donne un peu d'argent si tu produis tes propres textes. Et c'est comme ça que Stephen King finalement, qui était enfant, a commencé à devenir écrivain professionnel auprès de sa mère. Et puis, il y a aussi le milieu dont on est issu. Si je prends l'exemple de Virginia Woolf, qui est née dans l'aristocratie intellectuelle de la fin du 19e siècle au Royaume-Uni, elle vivait aussi elle fréquentait un groupe d'amis qui était largement issus du même milieu social qu'elle. Et sa sœur, en fait, la sœur de Virginia Woolf, sa sœur et elle décidèrent pour des parcours artistiques. Virginia, elle est devenue écrivaine, l'écrivaine qu'on connaît aujourd'hui dans la postérité. Et Vanessa qui est devenue Vanessa Bell après son mariage, Vanessa Stephen puis Vanessa Bell, alla vers la carrière de peintre. Finalement, là-dedans, c'est intéressant parce que Virginia Woolf et Vanessa Bell, elles ont entamé des carrières artistiques dans des milieux qui étaient quand même dans des secteurs d'activité qui étaient très très exigeants, c'est l'époque des académies, etc. Bon, ça l'est toujours, mais c'était pas vraiment une époque qui était très ouverte, on va dire, aux productions alternatives. Et comme pourrait l'être ce podcast d'ailleurs, et elles ont vécu au 19e siècle, donc c'était pas une époque non plus où la production, les entreprises de la part des femmes étaient forcément valorisées. Et aurait-elle pu réussir à ce point si elle n'avait pas été issue de milieux sociaux qui favorisent ces projets, ne serait-ce que par une certaine aisance financière.
Virginia Stephen, elle, de son côté, elle a épousé Leonard Woolf, avec qui elle fonda notamment la maison d'édition Hogarth Press. Techniquement, Virginia Woolf, on peut dire qu'elle est auto-éditée, comme quoi l'auto-édition, c'est sans doute très bien aussi. Et côté formation alors. On apprend au collège, au lycée, à l'école déjà, et aussi en études supérieures, à manier l'expression écrite. C'est vraiment, enfin, je pense les gens qui écoutent ce podcast ont à peu près eu le même genre d'expérience, mais en français, on avait expression orale, expression écrite. Quand on apprenait une langue étrangère, c'était la même chose. Mais cette expression écrite, finalement, elle porte bien son nom, au sens où, vous savez, dans les épreuves du baccalauréat, il y avait aussi, en tout cas à mon époque, je sais pas, ça a peut-être dû changer, où c'était peut-être pas ça, ça n'était peut-être pas ça, pour certains de mes auditeurs les plus âgés, que je salue. Mais, en tout cas, dans mon épreuve du baccalauréat pour le français, il y avait aussi la possibilité de prendre l'écriture d'invention. Et je me rappelle que c'était même plutôt déconseillé de prendre cette épreuve-là, de prendre l'écriture d'invention, parce que c'était pas l'exercice le plus, je dirais, le plus scolaire par rapport aux commentaires, par exemple, ou à la dissertation. Stratégiquement, prendre l'écriture d'invention, c'est une mauvaise idée, parce que on peut toujours être confronté à l'avis d'un correcteur qui n'est pas du tout de son avis, ou tout simplement qui comprend rien à ce qu'on a écrit. Et en même temps, c'est plutôt compréhensible parce que je sais pas si à 18-19 ans, ce que j'écrivais, c'était si incroyable que ça, grosso modo. Mais aller vers un exercice connu tel que le commentaire composé ou la dissertation, c'était finalement des stratégies qui étaient encouragées parce qu'elles étaient plus encadrées, on connaît mieux, c'est plus facile d'apprendre les critères de réussite. Mais l'écriture d'invention elle-même, qui s'approche, enfin, on peut dire que c'est de l'écriture créative, hein, je pense, c'est finalement autre chose. Et à mon avis, c'est pour ça aussi qu'on insiste autant sur cet aspect introduction, thèse, antithèse, synthèse, conclusion, et que je vois aussi beaucoup de présentations, même orales, qui sont montrées, qui sont construites de cette manière, avec des intros, des thèses, des antithèses. Je me rappelle d'un prof de fac qui disait thèse, antithèse, foutaise, et je me retrouve totalement là-dedans parce que peut-être que ça m'ennuie maintenant, cette construction très développée avec des introductions, des développements, des transitions, où j'ai aujourd'hui besoin d'aller plus loin, d'être un peu plus stimulée et peut-être un peu plus surprise aussi que ça. D'ailleurs, je sais pas, ça c'est une idée que je lance comme ça, mais qui est pas du tout scriptée pour le coup, parce que quasiment tout est scripté dans ce podcast. Mais je au niveau des conclusions des articles, quand vous lisez un article sur le web, est-ce que vous lisez vraiment les conclusions? Et enfin, je sais à quoi sert une conclusion, la fonction d'une conclusion et en quoi elle est utile, mais moi je pense que ça m'ennuie. En tout cas, ça m'ennuie de les écrire. On a fait une intro, on a développé les idées, on a mis des intertitres, on a fait plein de trucs, et là, il faut répéter et faire une synthèse de tout ce qu'on a dit avant, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Côté formation encore, si on regarde du côté de ce que raconte le site de l'ONICEP, qui est le guide de référence des formations en France, si vous regardez la fiche écrivain, comment devenir écrivain, on se contente de nous raconter qu'il faut faire des études littéraires, sociologiques ou philosophiques, en gros qu'il faut apprendre des trucs pour raconter des trucs. Je le résume comme ça. Je suis à peu près certaine de pouvoir vous dire qu'on n'apprend pas spécialement à écrire en études de lettres. J'en ai fait que 2 années, 2 années de lettres modernes, mais on apprenait surtout à lire. On apprenait surtout à lire, on apprenait surtout à commenter et à décrypter la façon dont écrivaient les autres. Finalement, je pense que ce sont des billes pour, pour produire soi-même, mais je sais que les notions de type storytelling, par exemple, construction d'un discours finalement, construction de autre chose qu'une dissertation avec thèse, antithèse, sous-thèse, mais de quelque chose de plus appétant, qui va vous donner envie d'aller jusqu'au bout.
C'est quelque chose que j'ai plutôt appris dans mes études suivantes en marketing. C'est surtout que la façon dont on apprend à écrire à la fac, c'est très particulier parce que, il y a vraiment cet aspect où finalement la fac, elle est censée un peu, disons former de futurs chercheurs, former des personnes qui vont, produire de la nouvelle connaissance et donc on ne fait que, on a un peu ce discours itératif où on part de l'existant, on commente, on propose quelque chose, on justifie par l'existant, on revient, on va un peu plus loin. Il y a vraiment cet aspect, vraiment, 4 pas en avant, 2 pas en arrière, en continu et avec des codes, avec des manières de formuler, des manières d'écrire, des manières de, hem, de mettre en forme aussi et de façon visuelle, hein. Mais tout ça, ça a un but, c'est pour faciliter en fait le fait que d'autres personnes puissent aussi consulter ce qu'on raconte. Donc il y a vraiment cette notion un peu de ce qu'on écrit n'est pas seulement là pour, distraire, pour apporter quelque chose d'un peu implicite. Non, justement, on n'est pas du tout dans l'implicite, on est dans le factuel. On présente les choses, on présente des faits. Il y a vraiment un côté très analytique derrière ça et le message doit pouvoir être exploitable par une autre personne directement. Finalement, ça c'est un peu comme si, je travaillais chacun de mes paragraphes pour qu'ils puissent devenir des citations. Mais outre manche, c'est finalement une autre paire de manches. Je me rappelle d'une fois, à la fac encore, hein, je crois que c'était en deuxième année, où un maître de conférence dans notre semestre dédié au format du roman nous a appris que les études littéraires aux États-Unis étaient bien, bien différentes. L'enseignement de l'écriture d'invention, d'écriture créative en général, il serait beaucoup plus banalisé, tandis que la France réserve cette pratique à des gens talentueux, heu, les autres pouvant finalement se contenter de commenter les œuvres dans des dissertes. Plus spécifiquement, le monde anglo-saxon semble beaucoup plus enclin à parler du métier d'écrivain, the craft, comme ils disent. Au cours de mes recherches pour ce podcast et aussi pour mes recherches, je dirais générales, je me suis mise à étudier la documentation et finalement cette littérature de la littérature, cette littérature qui nous dit comment écrire des histoires, comment écrire de la fiction aussi, c'est tout à fait intéressant. Mais dedans, les notions de rédaction, d'écriture littéraire, d'écriture de scénario se mélangent un peu et même si ce sont des supports différents, il y a des éléments qui sont communs à à tous ces médiums, à tous ces médias. Ce sont les bits, comme ils disent, B-E-A-T-S. Et je vous ai sélectionné dans mes recherches des 3 ressources en ligne que vous pourrez consulter à l'issue de l'écoute de ce podcast. Ce sont des supports de e-learning, je dirais, oui, ou des masterclass en ligne. Et j'espère que ça vous intéressera autant que moi. Il y a des versions gratuites et des versions payantes. Mais en tout cas, ne serait-ce que regarder les plans, la structuration de comment ces enseignements sont prodigués, c'est vraiment intéressant et ça donne quand même déjà du grain à moudre sur les autres éléments vers lesquels on pourrait aller pour apprendre à écrire. Après, même si devenir auteur est finalement une destinée qui ne concerne pas tout le monde, et peut-être tant mieux, je te trouve cela vraiment intéressant de se pencher sur la méthodologie de l'écriture d'invention, parce que ça nous amène un peu à réfléchir à comment on présente les choses, à comment on pourrait présenter différemment les choses, et puis à avoir des alternatives au niveau de la construction du discours, la construction d'un texte, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, la construction classique, la construction conventionnelle, très scolaire avec, une intro, des conclusions, des à rallonge, des transitions, on ne sait pas à quoi elles servent. Ça m'ennuie un petit peu et je sais que malheureusement, enfin malheureusement, quelque part c'est bien, mais on en a besoin aussi parce que justement c'est aussi le fonctionnement des bits que j'ai présenté plus tôt, mais c'est que c'est les choses qui sont familières, on s'y raccroche et ça permet aussi de comprendre plus facilement, certains éléments, certains messages et c'est pas pour rien que finalement on a des clichés dans la littérature, dans le cinéma et cetera. Parfois ils sont un peu lourds malheureusement, mais il y a ce côté où
on comprend où on est et c'est vraiment cet aspect d'être en terrain connu. Donc en terrain connu et pas en terre inconnue. Mais j'aimerais bien qu'on puisse innover un peu dans notre manière d'écrire, en tout cas dans ce que j'appelle moi la littérature commanditée, parce que c'est stimulant et que ça permet aussi de garder son métier un peu plus longtemps, au sens où on découvre chaque jour de nouvelles choses. Je pense qu'on peut continuer à s'amuser pendant des années encore et continuer à découvrir des nouvelles choses pour raconter autrement, quoi. Ça m'a donné finalement l'occasion de réfléchir un peu à cette question de qu'est-ce que veut construire un discours et quelle est la différence entre moi aujourd'hui en tant que rédactrice qui se destinait à l'époque au journalisme, qui a viré vers du côté de la rédaction web parce que le web c'est cool, finalement qui a fait qui a pris un autre chemin, une autre voie vers du consulting en stratégie de contenu. Et maintenant, je parle dans un micro. Mais finalement, quelle est la différence entre, je dirais pas mon statut, mais mon profil de rédacteur, de ghostwriter, de plume, comme certains disent, avec la personne qui va écrire de la fiction pour de la distraction, pour du divertissement. Je me suis dit que quelqu'un qui écrit un roman, son travail, il est où? Il est de faire aller le lecteur jusqu'à la fin, sans doute aussi de le distraire d'une quelconque manière, quand ce soit en lui faisant peur, en le faisant rire, en le surprenant. Mais il y a un peu cet acquis où lorsque j'ai acheté un roman, je l'ai déjà acheté, et après, le boulot est fait, vraiment fait, si j'arrive à le terminer, voire même j'arrive à en parler à quelqu'un d'autre, où je trouve ça assez intéressant pour en parler à quelqu'un d'autre parce que ce que j'ai vécu, l'expérience que j'ai vécue à travers toutes ces pages, j'ai envie de la partager. Alors que ce que j'écris, moi, pour du marketing, finalement, est-ce vraiment important si la personne, elle lit tout? Bien sûr, en fait, dans mon idée, c'est qu'il faut lui donner le choix de pouvoir lire une partie ou lire la totalité ou lire la moitié, enfin peu importe, regarder que les images, regarder que les titres et les images. Donc l'internaute finalement il fait un peu sa tambouille dans tout ça, dans la page. Il n'est pas obligé de lire du tout de façon linéaire, ça serait vraiment une erreur de penser ça. Mais finalement mon boulot c'est d'emmener quelqu'un vers une action et un mot, quelques mots parmi 1000 mots peuvent faire le job finalement. Donc pour arriver à ses fins, pardon, l'auteur de fiction comme l'auteur d'une page web, ça fait très bizarre de dire auteur pour une page web, mais en tout cas, l'auteur d'une fiction comme l'auteur d'une page web de vente, finalement nous sommes des gens qui utilisons des connaissances, des expériences auxquelles nous appliquons des méthodes, des astuces pour produire du texte et essayer d'emmener les gens quelque part. C'est un point en commun que j'ose fantasmer, mais j'espère que en tout cas, la leçon derrière ça, c'est que euh, on gagne vraiment à échanger, je pense, entre ces différents métiers, en tout cas ces différentes facettes de métiers, parce que nous sommes tous des personnes qui écrivons. J'espère qu'ils apprécient cette activité et c'est vraiment enrichissant d'essayer de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière pour peut-être pour faire pousser ces plantes autrement et de façon plus, en tout cas qu'on apprécie mieux. Maintenant, je vais accueillir Magali du site Mérigraphe, qui va nous parler de tout ce qu'on vient déjà d'aborder, qui va nous donner son avis sur l'idée de peut-on apprendre à écrire. Alors, le projet Mérigraphe, c'est un projet éditorial et entrepreneurial
qui tourne autour de la créativité et pas mal d'écriture aussi, ce qui rejoint notre sujet de ce jour. C'est un projet que j'ai lancé il y a plusieurs années maintenant. Alors si je faisais la genèse, ça remonte à assez loin. Ça remonte au fait que je me suis lancée sur la blogosphère il y a assez longtemps maintenant. Et puis j'ai commencé à expérimenter pour trouver des espaces pour écrire et me publier et partager mes écrits. Et originellement, Mérigraphe, c'est un blog. Et j'ai commencé à vouloir, en expérimentant autour de la photographie, à vouloir essayer de compléter mon écriture et les mots d'images. Et c'est là que, progressivement, j'ai introduit la vidéo et j'ai ouvert une chaîne YouTube. Et donc, aujourd'hui, le projet Mérigraphe, il s'articule surtout autour de ma chaîne YouTube, où je parle de créativité, d'écriture, et puis autour d'une lettre créative, c'est une newsletter que j'envoie chaque semaine, où je parle aussi de créativité. Finalement, bon, tu t'en as pas parlé, mais tu as aussi publié un... Alors après, voilà, oui, il y a la partie entrepreneuriale, disons. J'essaie de sortir des choses, de créer des supports ou des ateliers qui permettent de monétiser mon projet et de le faire vivre, de le soutenir financièrement. Et donc, je crée des ateliers en ligne autour de la créativité. Et j'ai sorti l'année dernière une première publication en auto-édition sur le journal de bord, sur la méthodologie du journal de bord et comment porter ses projets, parce que c'est vrai que une de mes préoccupations principales et ce autour de quoi les gens qui suivent mon projet me rejoignent, c'est le fait de vraiment donner vie à ses envies, porter ses projets, renouer avec sa créativité, souvent dans des moments dans des transitions, des périodes de transition de vie où on va ressentir ce besoin de redonner du sens à ce qu'on fait et de se retrouver soi-même autour de projets créatifs. Ok, et bah finalement, tu t'accompagnes tous ces gens un petit peu dans leur vie. C'est ça. Je pense que c'est ça qu'ils aiment aussi. Du coup, mais pour toi, c'est quoi l'écriture créative ? Alors, l'écriture créative, à mon sens, c'est par opposition à l'écriture commanditée, parce que j'ai travaillé dans la communication pendant de nombreuses années où j'ai pratiqué l'écriture dans ce cadre-là, où on allait me passer commande de textes et où j'allais digérer des idées, des réflexions, les enjeux d'un marché de mes clients, clientes, et j'allais transmettre des textes, des écrits sur leurs problématiques. Et pour moi, l'écriture créative, c'est plus une écriture qui va être personnelle, qui va être à base de tes expériences, ton vécu, tes ressentis, et que ce soit de la fiction ou de la non-fiction, tu vas vraiment avoir ce travail, cette injection de toi dans tes textes, dans tes écrits. Et c'est comme ça que je définirais l'écriture créative. Mais du coup, Magali, est-ce que le fait d'écrire une lettre, ça peut être une écriture créative ? Une lettre, une newsletter, tu veux dire, ou que tu envoies, que tu adresses à quelqu'un ? Ou une amie, oui, carrément. Ouais. Pour moi, ça fait partie de l'exercice. Je pense que oui. Après, en fait, l'écriture peut avoir des formes finales qui sont complètement différentes. Ça peut être une lettre dans le cadre d'une correspondance, ça peut être une newsletter, ça peut être un message sur les réseaux sociaux, ça peut être aujourd'hui aussi avec le monde d'Internet. Les formes se sont encore plus variées par rapport à avant où on avait ce côté. Moi, c'est dans mes échanges dans la vraie vie avec des personnes qui sont plutôt éloignées de l'écriture et du fait d'écrire. J'ai souvent cette réaction, ah donc tu écris des livres. Et en fait, on a encore cette idée que l'écriture, c'est très lié à un produit fini traditionnel dans le monde du papier, qui est l'objet livre, autour duquel on a un culte qui est assez fort, et culturellement. Et pour moi, les formes aussi peuvent être créatives. J'ai l'impression que finalement, peut-être qu'on est dans en tout cas culturellement, en France en tout cas, parce que on connaît pas forcément aussi bien les autres pays qu'on le voudrait, mais il y a peut-être un aspect où tu es écrivain ou écrivaine au moment où tu publies un livre, c'est très lié au support finalement. Oui. Alors que quand on pense par exemple à des projets très créatifs, très éditoriaux comme le phénomène des webtoons par exemple, qui sont des fictions mais sur un format totalement différent,
numérique et visuel, ces gens-là, est-ce qu'on les considérait comme des écrivains ou pas aujourd'hui? Et je remarque que derrière ça, qu'il y a vraiment une différenciation entre les termes rédacteur, écrivain, auteur, où finalement ça a des notions derrière très très différentes en termes de support et même de quotidien de ces gens que je viens de citer, Mhm. alors qu'en anglais on dit writing et c'est tout quoi. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que il y a des différenciations culturelles avec peut-être cette idée que c'est un métier sacré, le métier d'auteur, d'autrice, et que il faut qu'il y ait aussi des barrières qui te valident. Et je pense que le fait d'accéder à l'édition, par exemple, d'être édité, de publier un livre, il y a ce côté sacré où du coup tu es reconnu par un métier ou par un domaine. Et je pense qu'il y a encore cette idée qui est très tenace. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand Internet a fait émerger de nouvelles formes d'écriture, à l'époque, peut-être qu'il y a encore des personnes qui continuent de parler de ça comme ça, mais on a commencé à introduire le terme de nouvelles écritures. Et on peut s'interroger, est-ce que c'est vraiment des nouvelles écritures ou c'est des façons d'écrire et c'est juste le médium, en fait, à changer. Mais toi, dans ton processus d'écriture, tu vas toujours travailler de la même façon. Ouais, c'est vrai. Ça peut être un sujet sur lequel on pourrait débattre. Non, mais c'est un sujet hyper intéressant parce que, tu vois, moi j'ai bossé par exemple dans un... Alors ça s'appelait le service interactivité, tellement on n'avait pas trouvé de terme à l'époque par rapport aux écritures et aux médias qu'on mettait en ligne. Aujourd'hui, je crois que le département, il s'appelle Nouveaux Médias. Mais on avait notamment des personnes qui venaient du télétexte dans la même équipe que moi. Et finalement, le télétexte, ouais, c'est de l'écriture, c'est juste un autre support, d'autres règles, d'autres codes. Mais par rapport à ce que tu disais sur l'aspect édition, ce que je trouve intéressant, c'est ce côté, t'accèdes à un certain statut quasiment lorsque tu accèdes à l'édition par une reconnaissance des pairs, des gens qui a priori connaissent mieux que toi ce que devrait être la littérature ou pas. Et ça me fait rire parce que quand on pense par exemple à Virginia Woolf, qui est le monument de la littérature anglaise du début du XXe, techniquement, elle est auto-éditée en fait. Parce qu'elle a fondé avec son mari à l'époque c'est la maison d'édition. Donc techniquement, en fait, Virginia Woolf elle-même, la grande, elle est auto-éditée. Mais personne n'oserait jamais dire Virginia Woolf, c'est bon, elle est auto-éditée, c'est pas une vraie écrivaine, personne n'a validé avant ce qu'elle allait faire, quoi. Mm-hmm. Je pense que les introductions de nouveaux médiums, comme tu disais, les nouveaux médias, ça a aussi changé les règles du jeu et que du coup, effectivement, on a introduit des termes nouveaux, comme par exemple le métier de créateur ou créatrice de contenu, qui pour moi, à mon sens, est un métier d'auteur ou d'autrice. Et ce qui reste quand même intéressant, c'est qu'en France, tu as un statut d'artiste, enfin d'artiste-auteur qui existe et qui, lui, est très, très large. Et qui va comprendre les graphistes, les web designers, des auteurs de textes, des rédacteurs. Et je crois que c'est peut-être pas passé. Voilà, il y a encore peut-être des choses à faire évoluer dans les idées, les perceptions autour de ça. C'est vrai que ça se fait toujours poser trop de questions en même temps, alors qu'on a un peu cette idée simple qu'on voudrait que tout le monde soit un peu sur la même marche, en acceptant qu'on a juste des supports différents ou des buts différents. Et qui peuvent évoluer en fonction de tes projets aussi. Tu vois, tu peux aussi investiguer des terrains différents. Moi, je sais que, par exemple, aujourd'hui, je suis sur la non-fiction. Il y a des réflexions que j'ai encore. Est-ce que, peut-être que dans l'avenir, j'investiguerai la fiction ? Est-ce que, peut-être un jour, je travaillerai avec une maison d'édition sur un projet de livre plus traditionnel ? Tu vois, c'est des portes qui sont ouvertes dans ma tête, que je ne me suis pas fermée. Et je pense qu'on peut évoluer aussi. La colonne vertébrale, ça reste, le fil rouge, ça reste le fait d'écrire et on peut être créatif, évoluer sur des terrains qui sont différents. Et je pense qu'ils sont complémentaires et qui nous apprennent aussi des choses différentes.
qui se nourrissent entre elles. Ouais, c'est vrai, parce qu'en ce moment, tu vois, je m'intéresse beaucoup à l'écriture de fiction. Un peu par loisir aussi, mais je me rends compte qu'en fait, plus je m'intéresse à la fiction, plus j'apprends des choses sur la non-fiction, alors que je viens de la non-fiction, clairement. Et les choses, ouais, elles se complètent, mais même, j'irais plus loin, elles s'enrichissent, hein. Parce que c'est juste des points de vue différents, alors qu'on essaye tous juste d'exprimer des choses sur un certain support et essayer de transmettre les choses, mais derrière ça, là, je viens au sujet de la méthode, où j'ai remarqué finalement que la méthode, parce que avec des études de marketing, de com, finalement, les méthodes qu'on apprend, elles ont l'air assez codifiées, mais j'ai l'impression que le fil rouge derrière, c'est finalement réussir à faire en sorte que la personne en face, elle comprenne ce qu'on essaye de dire et qu'elle lâche pas, quoi, qu'elle tienne les 1000 mots à lire, qu'elle tienne les 200 pages à lire. Et rien que le fait de faire en sorte que les gens arrivent jusqu'à la fin, pour moi, des fois, c'est déjà un exploit, quoi. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Je crois que c'est très bien exprimé. Je pense qu'il y a... Et qu'on se rend pas compte à quel point c'est difficile d'exprimer clairement une idée et, comme tu le dis si justement, de faire aller le lecteur ou la lectrice jusqu'au bout de ton idée, de le garder avec toi pour qu'il te suive, en fait, et qu'il converse aussi de son côté, que ça lui fasse soulever des réflexions et qu'il reparte avec un horizon qui est élargi pour lui aussi. Mais je crois que c'est ça qui m'effraie le plus, en fait, quand je dois écrire, c'est le contresens. Je me dis, mais déjà, rien que quand on discute avec quelqu'un, il y a tellement de fois où tu arrives à, comme on dit, à une conversation entre sourds, où les gens ils s'entendent pas alors que a priori ça va, voire même où on est d'accord mais on s'en rend pas compte, on s'engueule quand même. Et encore, quand tu discutes, tu peux peut-être rattraper les choses, dire attends, non, mais je vais te réexpliquer. Mais par écrit, s'il a vraiment compris à côté de la plaque, tu peux rien faire, quoi. Il est tout seul devant son truc et toi, t'es pas là. Ouais, ça, c'est un exercice quand j'écris que je fais régulièrement, c'est de prendre du recul par rapport à ce que j'ai écrit et d'être dans l'interprétation fausse, justement. Qu'est-ce que tu peux vraiment comprendre de ce que j'ai écrit ? Et parfois, je me rends compte dans certains écrits que j'ai pu publier, des partages que j'ai faits, je vais recueillir ensuite des retours qui me montrent qu'il y a eu une interprétation un peu décalée par rapport à ce que j'ai transmis. Donc, je pense que c'est un effort constant d'essayer d'avoir cette clarté du message et de porter quelque chose qui soit juste, parfois nuancé, et parfois avec des subtilités, de la complexité, mais que la personne perçoive ça. Après, il y a aussi quand même cette liberté, je pense, du lecteur, de la lectrice, ou dans mon cas, au travers de mes vidéos, des spectateurs et spectatrices, d'interprétation, de questionnement, et qui peut aussi, toi, quand t'es dans le partage sur Internet, et quand tu ouvres cette porte au dialogue, à la conversation, te réinterroger sur ta façon d'écrire, de partager et d'exprimer ce que tu veux transmettre. Mais là, on parle beaucoup de boulot, finalement, cet aspect un peu ouvrier du discours, j'ai envie de dire. J'espère que j'ai inventé un terme incroyable là tout de suite, et que ça va être répété et cité partout. Sans doute. Ouvrier du discours. Hein. Je vais en faire un t-shirt. Il y a un truc. Mais il y a un truc. On a peut-être gagné des millions là, il y a 5 dernières secondes. Mais le talent dans tout ça. Parce que, tu vois, si on revient à ce truc de la mythologie de la personne qui écrit, est-ce qu'il lui faut un talent d'abord ? Moi, je crois que le talent, c'est une idée romanesque héritée de la littérature classique. Pour moi, le talent, c'est avant tout la résultante du travail. Et en fait, je crois que cette idée du talent, si t'es dans un point de vue de la réception d'une œuvre, d'un livre que tu vas lire, tu peux avoir en tant que lecteur, lectrice, cet aspect d'étonnement de un texte qui, par exemple, va te décrocher la mâchoire, où tu dis « Ah, mais vraiment, cet auteur ou cette autrice a du talent, je l'admire pour ça. » Mais ce qu'on voit pas quand on est à la réception, c'est tout le travail qu'il y a eu derrière. Et je trouve que de se plonger dans des autobiographies d'auteurs ou d'autrices, là-dessus, c'est super intéressant parce qu'ils dévoilent les coulisses que pendant très longtemps, les lecteurs et les lectrices n'ont pas vues.
Et ces coulisses-là, elles nous montrent qu'il y a un labeur derrière, un travail de forcené qui est impressionnant. Et à mon sens, le talent, c'est avant tout la compétence que tu as construite au fil d'années et d'années et d'années et d'années d'acharnement. Et ça me fait penser à un ouvrage dans un tout autre domaine de Daniel Kahneman, qui est un économiste et qui avait écrit sur Système 1, Système 2. Je ne sais pas si tu connais cet ouvrage, où il parle du fait que au niveau cognitif, on va avoir d'un côté ce système de pensée hyper rationnel, où on va être dans l'argument, la réflexion très cérébrale, et d'un autre côté, on a ce système autre qui est plus lié à l'intuition, au fait qu'il cite par exemple l'exemple de pompiers qui se retrouvent dans une maison en feu et qui vont avoir cette intuition en une fraction de seconde du fait qu'il y a le plancher ou le plafond, je sais plus, qui va s'effondrer et que vite il faut s'extraire de la maison. Et moi je le retrouve d'un point de vue créatif, c'est que au fur et à mesure des années de travail où tu vas avoir des moments où tu vas lutter avec certains aspects de ton ouvrage, enfin de ton artisanat, comme tu le disais, ou du fait, de ton travail d'ouvrier du discours, tu vas au fur et à mesure internaliser des choses qui vont fonder une espèce d'intuition. Et peut-être que le talent, finalement, c'est ça, c'est cette résultante d'heures et d'heures et d'heures de travail que tu as engrangé et qui donne un savoir peut-être parfois lié à l'intuition. Tu vas dire en une fraction de seconde, ah ben tiens, je vais faire ce choix créatif-là parce que tu as eu cette expérience passée peut-être de projets qui n'ont pas marché, de choses qui ont coincé, ou de retours que tu as eu sur ton travail où tu t'es rendu compte que tu avais peut-être fait fausse route. Et voilà, pour moi, le talent, c'est la résultante du travail. Finalement, peut-être que... Enfin, j'ai réfléchi en t'écoutant, parce que j'essaye d'écouter les gens à qui je parle, mais peut-être qu'on devrait ne pas confondre talent et virtuosité. Enfin, parce que tu vois, quand je pense à un virtuose, j'imagine un type avec un costume en queue de pie devant un grand piano à queue et soudainement sortir un truc incroyable, ou cette espèce d'imagerie du peintre qui lance des jets de peinture sur sa toile et soudainement, c'est magnifique. Peut-être il y a un côté virtuosité, mais un peu de la création, je dirais miraculeuse, où soudainement t'es surpris par un truc incroyable. Mais finalement, je pense que ça s'oppose pas à l'idée du travail. Parce que est-ce qu'on est en mesure d'arriver à ces moments un peu de virtuosité ou de trouvailles si on n'a pas travaillé avant, finalement? Si c'est que... peut-être effectivement il y a des moments où on a des déclics, on se dit ouais, effectivement c'est ça que je veux, c'est comme ça que je dois faire, mais on a peut-être l'illusion que ça vient tout seul, et ça revient peut-être, tu sais, sur ce truc des muses, un truc qui vient de l'extérieur et qui te rencontre et qui te dit oh bah ça c'est ça, faut que tu fasses. Ouais. Alors qu'en fait c'est peut-être beaucoup plus un travail sur soi et intérieur, et juste faut se faire un peu violence de temps en temps et lire des trucs et réfléchir. Et un travail, parce que le truc des muses, par exemple, c'est Elizabeth Gilbert dans Big Magic, comme par magie, qui en parle. Et personnellement, quand j'ai lu la première fois son livre, qui est super et qui est souvent dans la liste des livres recommandés sur l'écriture et sur la créativité, c'est un super livre hyper inspirant qui fait beaucoup envie, mais elle introduit justement cette idée de muse où la créativité, c'est ça, tu vas être connecté avec une force supérieure et qu'il faut la laisser s'exprimer à travers toi. Et en fait, alors moi je suis plutôt sceptique avec cette façon de transmettre les choses, mais je trouve que ça rejoint quand même l'idée du lâcher prise à un moment donné pour avoir ce côté ingénieux ou cette idée de génie dont tu parlais. Ah, il y a ce côté, il faut se laisser aller en fait, c'est autoriser, permettre, et ça c'est pas évident, c'est pas facile. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un côté dans tous les travaux créatifs, quels qu'ils soient,
Bah juste, il y a un moment, tu te jettes un peu dans le vide. Moi, je sais que quand je dois publier quelque chose, j'ai beau y avoir travaillé longtemps, il y a toujours un moment un peu nerveux où je me dis non mais c'est bon, je publie. Ouais. Allez. Et je clique sur le truc et je me dis ok ça c'est fait. Un peu comme quand je pourrais retirer un pansement quoi. Je me fais limite ça me fait un peu mal quoi. Je dis allez on y va, on saute. C'est bon, là t'y as passé du temps. Pourquoi ça serait pas fini? Je m'engueule un peu avec moi-même de temps en temps là-dessus. Non tu pourrais faire plus et tout. Mais en même temps si je fais plus je sors jamais les trucs. Mm. Donc faut un peu le juste milieu dans tout ça. Mais Ouais, c'est le juste milieu entre l'attention, enfin l'attention, un fil tendu, et, la libération, quoi. Le fait de parfois lâcher prise, laisser aller, pas attendre d'avoir un projet parfait, sinon on n'arriverait jamais jusqu'au bout, comme tu le dis. Et je pense que la créativité, elle repose vachement sur ça, sur ce côté va-et-vient, aller-retour entre un état où tu es tendu, dans le blocage, peut-être la frustration, où tu rencontres un problème, et un état où tu lâches et tu avances et tu t'autorises de faire, tu te permets de créer. je me dis que peut-être d'un point de vue purement coaching psychologique, hein, peut-être qu'il faudrait qu'on accepte que si c'est création, ça veut dire que c'est toujours en progrès, quoi. C'est toujours en cours, donc se dire que ouais, un truc que tu publies aujourd'hui et que tu regardes plus tard, dans 5 ans, 6 ans, j'en sais rien, tu te dis ok, c'était un état, en fait, c'était un jalon dans ce processus et pourquoi est-ce qu'on devrait être abouti aujourd'hui alors qu'on n'a pas fini notre petite vie? Et je me dis effectivement, il y a des trucs que je lis de certains auteurs que j'apprécie beaucoup, ou même des films de réalisateurs que j'aime beaucoup, et je revois les premiers. Je me dis ok, ces choses-là, en fait, ils étaient assez bons pour attirer l'attention et pour finalement les encourager à continuer. Mais en fait, foncièrement, par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, c'est peut-être plutôt bof, quoi. Ouais. Mais c'est relatif. C'est déjà bien meilleur, sans doute, que plein d'autres choses. Mais que c'est des gens qui ont progressé. Malheureusement, de temps en temps, tu as aussi l'impression que ça se dégrade, mais c'est un autre problème. Ouais. Mais un peu comme toutes ces séries télé où la dernière saison, le dernier épisode est très, 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 très bizarre. Mais où ça finit toujours en un truc hyper mystique, alors que jusque-là, c'était hyper pragmatique. Où tu sens qu'ils ont voulu finir et qu'il fallait trouver une fin. Fallait finir, fallait faire un truc. Je sais pas si t'as regardé cette série mythique, mais moi je me rappelle toujours de la fin de Caméléon, qui m'a marqué par rapport à ça. Le truc avec Jarod là, qui prenait la vie, trilogie du samedi, enfin bref, tous ces trucs-là. Et en fait, c'est une série vraiment typiquement série feuilleton où chaque épisode, le gars c'est un génie, il rencontre un truc, il résout le problème. Mais c'est toujours très, très pragmatique et même il y a beaucoup de science derrière ça. Enfin, le contexte, c'est un contexte un peu scientifique de dire oui, c'est un génie, donc tout ça s'explique. Et d'un coup, tu finis sur un machin mystique dans une grotte avec des peintures sur les murs. Pour le dernier épisode, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait quoi? Pourquoi ont-ils fait ça? Donc parfois, oui, tu peux progresser, pas forcément dans le sens que le public voudrait, mais peut-être que toi, t'es content. Ouais. Mais j'ai hoché au moins 40 fois la tête quand tu expliquais que effectivement, tous les projets tous les projets au bout desquels tu vas, c'est des projets qui vont nourrir tes futurs projets pour la suite. C'est une espèce de compost que tu vas enrichir, que tu vas nourrir. Et après, il peut y avoir parfois des déperditions, des régressions, mais ça fait peut-être partie des aléas de la vie. Ça veut pas dire... J'aime beaucoup ce témoignage de Sting, du chanteur Sting, qui avait expliqué que il est resté bloqué dans son écriture de ses chansons pendant, je crois, 20 ans. Où en fait, il a eu une période avec The Police qui était hyper prolifique, où il sortait tube sur tube, où il était vraiment très inspiré. Et du jour au lendemain, panne sèche, il avait plus de matière sur laquelle écrire et il a dû, en fait, laisser passer tout ce temps, peut-être, pour retrouver son truc à lui, retrouver ses sources d'inspiration et reprendre l'écriture de ses chansons. Et après, je pense qu'il y a plein d'autres exemples d'itérations d'auteurs, d'autrices,
où tu as des moments d'égarement, où tu vas te perdre, mais peut-être pour mieux te retrouver par la suite. Mais je trouve que ça fait du bien, ce genre de témoignage aussi, où tu as ces personnages-là qui sont juste légendaires, surtout quand ils sont contemporains, qu'on visualise vraiment qui ils sont. Et on se dit, bah ouais, en fait, lui aussi, il est pas allé à la piscine pendant 6 mois, et alors? Enfin, c'est pas grave, quoi. Ouais, ça démystifie ce Mhm. côté, ça démystifie au sens propre, ou ça démythologique. J'ai envie d'inventer des mots aujourd'hui. Inventons des mots. Ça rend plus accessible et ça fait moins peur. Ça fait moins peur. Ça débloque peut-être un peu. Ouais, ou ça fait relativiser le fait que ouais, c'est dur, effectivement. De dire, faut accepter que c'est dur. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui nous freine dans tous nos travaux créatifs. Je pense que peut-être qu'on fait partie un peu de ces gens-là, mais on connaît tous aussi des gens qui à un moment donné ont voulu faire des choses plutôt créatives dans leur carrière ou dans leur vie en général, pas forcément d'un point de vue professionnel, mais qui ont entre guillemets abandonné relativement tôt parce que la virtuosité n'était pas là. Et je pense que c'est pas forcément rendre service à tous ces petites graines de créateurs que de leur dire il faut que tu aies du talent, il faut que ou le talent tu l'as ou tu l'as pas, parce que ouais, c'est du travail. C'est du travail, et si on n'accepte pas que c'est du travail, ben on n'y arrive pas. Quand tu te lances dans une recette de cuisine, tu sais très bien que tes 200 grammes de farine et tes 3 œufs, séparément, ça rend rien du tout, mais pourtant, tu fais quand même ta recette. Et à la fin, t'as quand même ton gâteau. Mais tu te dis pas, bah mon œuf, il est pas assez jaune, du donc je pourrais rien en faire. Enfin, je sais, c'était l'analogie gastronomique du jour, mais je sais pas. En fait, je pense que j'ai un peu une frustration en dire, bah, j'ai envie de dire aux gens des fois, bah, laissez-les faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi, si ça leur fait plaisir, que ça donne quelque chose ou pas. Est-ce important? Oui, c'est ça. Et déjà, donner quelque chose ou pas, qu'est-ce que c'est, en fait? Si c'est, s'il a envie d'écrire une fanfiction dans son coin, à publier dans son blog et que ça lui fait plaisir, bah, qu'il le fasse. Et s'il a envie de devenir le nouveau Jean-Paul Sartre du 21e siècle, bah, qu'il essaye, et on verra, en fait, on s'en fiche. Mhm. Bref, occupez-vous de vos oignons. Mais je pense que cette idée, ce mythe du talent qui fait peur, il peut brider aussi les gens dans leur expression, dans leurs envies d'expression. Et je crois que aussi l'avancée des sciences cognitives et de la recherche sur comment notre cerveau en vrai fonctionne et comment le fait de construire des compétences en vrai ça fonctionne, ça nous aidera peut-être aussi à défaire ce mythe-là. Et c'est l'idée aussi du fixed mindset versus growth mindset. Attention, je suis partie en anglais. Mais tu sais, je sais pas si tu as entendu parler, c'est les travaux de recherche d'une chercheuse qui s'appelle Carol Dweck et qui a fait ce distinguo entre les gens qui vont avoir un état d'esprit, un système de croyances qui sont axés sur la croissance, le développement de leurs compétences et l'expérimentation, versus les personnes qui vont se freiner et rester figées en se disant que leurs compétences et leurs capacités qu'elles ont, elles sont purement innées et qu'elles n'ont pas à se développer. Et Il y a aussi un troisième pan, mais là, c'est un peu par rapport à ma vie personnelle, où j'ai eu une éducation très traditionnelle, où en fait, et peut-être dans une éducation, enfin culturellement, où on croyait un peu à ces systèmes un peu de caste ou de corporation. Où moi, je me suis très vite dit que je voudrais faire un métier qui est en tout cas relatif à l'écriture, qui est relatif à cette création, à ce mode d'expression. Après, évidemment, quand t'es enfant, tu sais pas forcément quelle forme ça va prendre, mais je savais en tout cas que je voulais aller dans ce sens-là. Et je me rappellerai toujours un peu de ce point de vue de mes parents, qui est finalement très très culturel, qui sont donc, c'est une éducation très cambodgienne, que si t'es pas issu d'une famille d'écrivains, ou si t'es pas issu d'une famille de musiciens ou de peintres, en fait, pour eux, vraiment, c'était pas possible. C'est pas qu'ils me décourageaient, au sens où c'est pas qu'ils me disaient t'as pas le talent, t'y arriveras pas parce que c'est pas assez beau ce que tu fais aujourd'hui à 6 ans sur ta peinture de ta feuille A4 en maternelle. C'est pas ça du tout.
En fait, pour eux, c'était vraiment, et je pense que ça l'est toujours pour eux, je pense que c'est pour ça qu'ils ont un peu du mal à comprendre ce que je fais vraiment, parce que c'est factuel, en fait. C'est factuel pour eux que si tu viens pas d'un certain milieu où tu es entouré, par, le domaine que tu vises, tu y arriveras pas. Et c'est un peu ce truc, aussi un truc de classe sociale, je pense, où, les ouvriers restent ouvriers, les cadres restent cadres. Et c'est là qu'on se rend compte que je pense que derrière l'idée de devenir écrivain ou pas, en fait, c'est peut-être un peu cet archétype de but qui, quelque part, est accessible à tout le monde, pourvu que tu saches un peu écrire, un peu t'exprimer, correctement, mais qui en même temps est très difficile à atteindre et que ouais, il y a des facteurs, dans tout le tu vois, je parlais de Virginia Woolf, tout à l'heure. Virginia Woolf, fin du 19e, début 20e, à mon avis, si elle n'était pas issue d'une famille aisée et entourée d'intellectuels, elle aurait peut-être pas eu ce même parcours-là, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est quand tu regardes ta bibliothèque, surtout les auteurs, autrices classiques, dont tu as été biberonné à l'école, et ben c'est des personnes issues de milieux où il y avait une aisance, il y avait pas de problématiques financières et ils avaient cette liberté. Je pense que le seul contre-exemple dans les écrivains classiques que j'ai, c'est Zola qui vraiment, lui, a écrit et a charbonné pour construire sa maison au fur et à mesure de ses... Et en fait, il a été hyper prolifique aussi parce qu'il avait besoin de trouver des moyens de subsistance. Mais après effectivement, ouais, si tu regardes sociologiquement, c'est intéressant, c'est que les écrivains et écrivaines classiques sont issus de milieux favorisés. Qui favorisent leur parcours. Et à côté de ça, t'as aussi des personnages comme, tu vois, le poète britannique John Keats, où lui, vraiment, il a vécu dans une situation financière vraiment pas confortable, ce qui a même engendré quasiment son décès, parce qu'il pouvait pas se soigner correctement de sa pneumonie. Mais, et t'as Rainer Maria Rilke pour Lettre à un jeune poète, où finalement t'as cette idée que il faut que tu choisisses entre la création et la vie, on va dire, et que si vraiment t'es dans la création, tu dois aussi accepter la pauvreté, la misère, où t'as un peu ce côté, le créateur, il doit avoir une posture quasiment sacrificielle. Moi, je fais tout pour mon œuvre, quoi. Et en même temps, on a beau avoir des histoires comme ça dans sa tête de gens qui se sont construits, tu te dis, mais Van Gogh, il était quand même issu d'une famille aisée. Ok, il a fait comme s'il vivait dans la misère pour pouvoir peindre des pauvres, grosso modo. Mais en fait, toute sa peinture, ses peintures en tubes, qui étaient très novateurs à l'époque, je pense il fallait quand même avoir les moyens d'acheter tout ça, quoi. C'est son frère qui a financé, ouais. Mm. Mais c'est vrai que après, il a lutté aussi. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à être rémunéré de sa peinture et sans son frère, il aurait été vraiment. Et en même temps, Vincent, il avait toujours le choix. C'est-à-dire que Vincent, il aurait pu, à n'importe quel moment de sa vie, il aurait pu se dire, j'arrête la peinture et je me remets à vendre des tableaux. Ou je deviens marchand comme le reste de ma famille et en fait, il avait toujours ce filet de sécurité qui était incroyable. Donc après, tu as aussi la notion de risque. Est-ce que tu vas risquer autant si tu sais pas que tu as un filet de sécurité? Donc après, ça, on part dans l'aspect un peu socio-économique. Mais je pense que tout ça est lié, quoi, parce que peut-on apprendre à écrire? Quelles sont les conditions dont on a besoin pour apprendre à écrire? Est-ce que tu peux apprendre à écrire? Est-ce que tu peux apprendre à devenir, à avoir cette force de labeur, cette méthode ou cultiver ton talent? Bah, si t'as pas le temps, ou si t'as pas les moyens, ou si t'es pas dispo, quoi. Tout à fait. Je suis d'accord. Là, ça m'a un peu coupé le souffle parce que je crois que j'ai un peu une colère sociale derrière. C'est vrai. Finalement, un peu de ce côté, mais laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire. Ouais. Je crois aussi moi aussi, je suis assez portée par le fait de montrer que les choses, elles sont peut-être plus accessibles que ce que les gens croient. Et moi aussi, dans mon enfance, j'ai été
bridée, en tout cas pas encouragée par ma famille pour aller vers l'écriture, parce que c'est une envie que j'ai eue très très tôt. Et j'ai toujours eu ces messages très axés sur la sécurité financière, en disant non, tu ne pourras pas gagner ta vie. Même en essayant à un moment donné de trouver une espèce de compromis en disant à mes parents je voudrais être journaliste. J'avais toujours ce message de c'est pas possible, il n'y a pas de place, il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Et j'ai internalisé énormément ces messages, ce qui m'a énormément bridée. Et la chance que j'ai eue finalement, c'est que au fur et à mesure de mon orientation, je suis toujours allée vers ce qui pouvait m'apporter une forme de compromis avec ce que j'aimais faire, à savoir écrire. Et du coup, c'est ça qui m'a amenée à arriver dans la communication. Et le premier emploi que j'ai occupé, je me suis retrouvée à écrire pour mes clientes et à voir que je pouvais exercer ma compétence alors que je pensais que ce serait impossible. Et le fait de voir que c'était possible et le fait de voir que je pouvais gagner ma vie grâce à cette compétence-là, ça m'a permis de déconstruire cette idée de c'est impossible, c'est inaccessible, tu n'y arriveras jamais. Et je crois que aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire sur peut-être la transmission autour de l'écriture. Et c'est encore un vaste chantier, je crois. Ouais, je pense que c'est encore un vaste chantier. Et puis en tout cas, de notre côté de la Manche ou de l'océan Atlantique, faut aussi qu'on passe quelques barrières psychologiques sur ces notions de talent, enfin sur tout ce dont on vient de parler. Mais j'ai bon espoir. J'ai plutôt bon espoir. Ouais. Je suis contente de voir des nouveaux auteurs, des gens qui se lancent. Ça me fait toujours plaisir de voir des gens qui se lancent. Et puis au moins toujours essayer, quoi. Au moins. Mm. Et puis après on verra bien. Voilà, c'était la conclusion. On verra bien. Non, la conclusion, c'est il faut toujours essayer, je pense aussi. Toujours se lancer. Et je crois que, voilà, de pas se laisser s'auto-censurer aussi, parce que je pense que on n'a pas parlé de ça, mais le fait justement d'internaliser tous ces freins, toutes ces idées sur le mythe du talent ou le mythe de l'auteur ou l'autrice qui n'est un auteur ou une autrice que s'il publie des livres. Tout ça, c'est des choses qui peuvent nous freiner aussi dans notre créativité et le fait de nous lâcher sur la page, de s'autoriser à exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Et je pense que il faut toujours essayer. Toujours essayer. Eh bien, Magali, merci. Merci à toi, Sifaï. Sipaï, on dit pas le H. Sipaï, mince. Tu le sauras. Excuse-moi. T'inquiète pas, je mettrai en boucle le moment où tu t'es trompée. D'accord, oui. Un petit bêtisier. Tu veux une image ? Ah ben non, c'est vrai, on est en podcast, ça ne marche pas. On aurait pu avoir un gif qui accompagnerait, tu vois. On peut penser à ça aux prochaines étapes de production. Prochaine étape roman photo, peut-être, je sais pas. On verra. Ça serait cool. Il faut innover sur les formats. Ouais, ça serait hyper cool en vrai. Mais merci encore. Du coup, où est-ce qu'on te retrouve ? Sur merigraph.com, mon blog, alors que je n'alimente plus trop ces derniers temps, mais c'est le point d'entrée sur lequel on peut découvrir ma chaîne YouTube, s'abonner à la lettre créative, qui est la newsletter que j'envoie tous les lundis. C'est vrai, je confirme qu'on la reçoit bien tous les lundis. Et voilà, le premier épisode du podcast Phonie est enfin terminé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, en faisant le montage de ces longues minutes, j'ai déjà noté plein de choses à améliorer. Donc, tout est encore en construction. En attendant le prochain épisode qui arrivera le mois prochain, allez encore une fois voir ce que fait Magali sur sa chaîne YouTube. Et puis, à bientôt.